Donc je voudrais bien que tu nous présentes avant tout ton projet et le lien que tu fais entre cette culture, le fait que tous ces ateliers soient ouverts, non pas uniquement à des jeunes et des praticiens du hip-hop, mais aussi à tout type de population. Et question subsidiaire, pourquoi avoir choisi un terrain comme Hénin-Beaumont, pardon, dont on sait l'emprise actuelle d'un parti comme le Front National? Bonjour déjà, j'espère que vous allez bien. Alors, soit je réponds à la question et je donne les réponses qu'il faudrait, soit je parle un peu de l'échec relatif des ateliers slam qu'on a essayé de mener à Hénin-Beaumont, et j'explique pourquoi on a essayé de faire les choses autrement. Alors, ce que je peux peut-être faire, je vais essayer de pas être long, alors, surtout si vous en avez marre, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer, juste un petit rappel sur ce qu'est la compagnie. Donc, on est une sorte de coopérative artistique. On existe depuis 2003 à Lille. Et en fait, on a lancé les premières scènes slam, donc scène ouverte slam où chacun peut venir participer en 2001 à Lille quand on n'était pas encore organisé. Et avec l'idée de faire une rupture dans la rupture entre la scène et le spectateur. En gros, que chacun puisse venir prendre place sur scène, quoi. Alors cette notion de rupture dans la rupture, depuis qu'elle a été reprise par Jean-Pierre Raffarin, ancien ministre d'État, je la mets moins en avant. Donc là, c'est à titre exceptionnel que je la mobilise. Mais voilà, tout ça pour dire qu'entre 2003 et 2000, on va dire 8, on a fait énormément d'ateliers slam, de sensibilisation, etc. Sauf que ça marche dans un certain nombre d'endroits. Enfin, on a fait des milliers d'heures d'ateliers, il n'y a pas de souci. Sauf que parfois ça marche et que parfois ça ne marche pas. Et notamment à Hénin-Beaumont, ça marchait de manière très très mitigée. Voilà, pour dire les choses avec une forme d'euphémisme. Et en fait, à Hénin-Beaumont, il y avait voilà, une des pratiques ordinaires qu'on avait l'habitude de faire, des ateliers, des sensibilisations, des scènes ouvertes, qui ne marchaient pas très bien. Et puis un enjeu politique, enfin, en tout cas, que je peux résumer très vite, une présence du FN à 45% en moyenne dans les élections, mais parfois à 70% dans certains quartiers d'Hénin-Beaumont. Et puis plus largement, une défiance aux politiques, à la politique et aux politiques en général. C'est-à-dire que quel que soit votre parti, vous ne pouviez pas aller sur un marché distribuer des tracts sans vraiment sentir toute la défiance et tout le rejet de la population. Alors d'ailleurs, je vais essayer de ne pas parler de public parce que j'essaye d'abandonner ce terme de public qui, moi, ne me va pas du tout. On va parler de population ou de gens en général. Mais on pourrait en discuter, c'est peut-être complètement à côté de la plaque. Et donc ce qu'on a essayé de faire sur Hénin-Beaumont, c'est donc voilà, il y avait un enjeu de comment toucher les gens autrement qu'à partir de ce qu'on savait faire, c'est-à-dire des ateliers slam, et comment essayer de venir contrecarrer cette défiance aux politiques qu'on constatait dans la ville. Et donc ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, qu'on avait en tête depuis 4 ou 5 ans et qu'on n'avait pas eu le temps de faire, c'est-à-dire de partir d'une pratique, pratique culturelle qui est partagée par pas mal de monde, qui est en gros le fait de manger, le fait de s'alimenter et le fait de faire la cuisine. Et puis d'essayer, dans une ville un peu à l'image assez désastreuse et à l'image de soi aussi des habitants parfois désastreuse, de dire on va essayer de créer une sorte de nouveau symbole de la ville, voilà, référent symbolique positif, ayant vocation à se médiatiser et inventer une sorte de nouvelle tradition. Et donc on a proposé aux gens volontaires de créer la spécialité culinaire de la ville d'Hénin-Beaumont, sachant que sur le bassin minier du Pas-de-Calais, en tout cas on va dire français, du nord de la France, il existe très peu de spécialités culinaires, donc ça n'existe quasiment pas. Donc en fait, c'était créer quelque chose qui n'existe pas et créer une sorte de nouvelle référence. Je ne suis pas encore trop long. Voilà. Ok, je m'excuse beaucoup et je vais essayer de limiter cette excuse. Voilà. Ouais. Bon alors voilà. En gros, c'était ça l'enjeu. Et ce qu'on a fait, c'est donc c'est s'appuyer. Au départ, on a essayé de créer des groupes ex nihilo de gens. Ça n'a pas du tout marché. Et donc, on est reparti sur le territoire avec notamment l'appui de l'Escapade, qui est une scène pluridisciplinaire, un lieu pluridisciplinaire sur Hénin-Beaumont. Et donc, on a identifié, avec l'aide de l'Escapade, des gens qui finalement avaient déjà une pratique d'atelier cuisine
ordinaire, on va dire, où on était dans la reproduction de recettes que les gens ne connaissaient pas forcément, mais qu'ils apprenaient à faire. Alors, l'enjeu, alors oui, petit détail quand même que j'ai oublié de vous dire, il ne s'agissait pas d'inventer juste la recette de cuisine, la spécialité culinaire des Nains-Beaumont, il s'agissait d'inventer une spécialité culinaire des Nains-Beaumont à l'image de la ville. Et donc, ce qu'on a fait, c'est créer, à travers ces ateliers cuisine, des moments de délibération collective et de discussion collective autour de la vision de la ville des Nains-Beaumont. Et donc on a fait ressortir des vieux dossiers, vieux de 40 ans parfois, puisque en fait la ville des Nains-Beaumont, c'est la fusion d'une commune urbaine et d'une commune rurale, forcée en 1971. Donc ça, c'est des vieux dossiers qui restaient depuis 40 ans, donc qui sont ressortis. Et donc voilà, moment de discussion et de délibération collective autour dans ces ateliers cuisine sur la vision de la ville. Et derrière ça, comment on incarne ça à travers des ingrédients, des saveurs, des couleurs, des goûts, etc. Et donc double en fait, délibération sur la vision de la ville à travers 6 ateliers et l'incarnation de cette vision-là à travers 6 propositions de recettes qui ont été élaborées par, on va dire, 6 ateliers, donc 6 groupes séparés, notamment répartis dans différents quartiers de la ville. Alors, je vais essayer d'accélérer et d'aller très vite sur cet aspect de terrain, et puis si après je peux y revenir, je ferai quelques enseignements plus généraux. Donc ça a mobilisé à peu près entre 60 et 100 personnes, avec des effets collatéraux hyper intéressants, puisque, petit détail aussi, on était venu sur le territoire en étant complètement autonome financièrement vis-à-vis de la ville des Nains-Beaumont. En fait, on pouvait agir à peu près librement, sans être dépendant de la ville financièrement. Ça nous a permis, ça nous a donné quelques marges de liberté, voilà. Et donc voilà, entre 60 et 100 personnes mobilisées dans les ateliers, de réflexion sur la ville et les ateliers de proposition de recettes de cuisine. Et donc on a fait une réflexion, comment dire, je vais un peu vite. On a fait une restitution collective avec un enjeu qui était de faire aussi bien que le banquet du Front National à Hénin-Beaumont. Et donc, ce qu'on a réussi à faire, puisqu'il y avait à peu près 400 personnes à la restitution, on avait un peu facilité les choses en offrant un peu à manger aux gens, donc ça marche tout le temps, ou presque. Mais ce qui avait de très très intéressant, c'est la mobilisation des gens. Moi, je me souviens de l'équipe du CCAS, de l'épicerie solidaire, donc qui était, voilà, moi ça me faisait penser à l'équipe de France de handball qui était en train de conquérir le titre de champion du monde à la même époque. Enfin, c'était vraiment stupéfiant de voir comment les gens étaient mobilisés devant cette idée de faire goûter leurs propositions de recettes à d'autres. Voilà, une participation du public réelle, forte à cette restitution, avec en gros la sortie du samedi soir pour les mamies, les 50 gosses qui traînent dans le hall dont on ne sait plus que faire. Enfin, voilà. Donc en termes de croisement aussi de gens participants, c'était intéressant. Et des effets collatéraux sur la suite, enfin voilà, des effets collatéraux sur la vie quotidienne dans les quartiers dont on a eu retour. Voilà. Et alors, je tire 2 enseignements immédiats de ça, un positif, un négatif. Le positif, qui est en partie positif, c'est que effectivement il y avait une visée politique dans ce projet, mais l'enjeu c'était on avait choisi un intervenant de la compagnie capable d'entendre à peu près tout et n'importe quoi de la part des habitants des Nains-Beaumont. Et en fait, donc il y avait une visée politique, mais il ne fallait pas qu'on soit identifié par le FN d'emblée, sachant qu'on l'était déjà sur nos actions classiques. Et en fait, sur ces 6 groupes, 2 groupes nous ont demandé en mars 2011, puisque cette première phase s'est terminée en mars 2011, ce qu'il fallait voter aux élections cantonales, ce qui était quand même à la fois très encourageant, en tout cas pour moi, en termes de réintéressement en politique, et en même temps complètement, effroyable d'un certain point de vue, sur la capacité à être suivi à un moment donné par des groupes de gens pour un intervenant qui 6 mois plus tôt n'était pas sur le territoire. Le deuxième aspect, c'est que l'idée, en gros, cette recette, donc il y avait 6 propositions de recettes, il fallait qu'une recette soit élue recette de la ville. Donc en fait, on a tiré au sort parmi les 400 convives 20 personnes qui ont goûté les 6 recettes et qui ont donc élu la recette de la ville. Puisque logistiquement, on ne pouvait pas faire goûter à 400 personnes 6 recettes, on n'avait pas les moyens. Et une des choses qui m'a vraiment frappé, c'était que certaines personnes, donc en gros, recettes créées par des habitants des Nains-Beaumont.
Et on a eu un certain nombre de refus de la part de personnes d'entrer dans le jury parce qu'elles ne s'estimaient pas légitimes pour juger de ces recettes-là, alors qu'elles étaient co-constructrices de ces recettes finalement. Donc là, ça nous a un peu interpellés. Et puis le troisième point que j'oublie, et j'espère ne pas vous avoir ennuyé pour l'instant, c'est que il y a eu une demande. Voilà, le troisième point, c'est que au départ, c'était une vision une vision d'Hénin Beaumont, mais notamment de l'avenir d'Hénin Beaumont. Et là, on a eu affaire et on s'est fracassé la tête, j'allais dire, sur l'incapacité, enfin pas l'incapacité, parce que j'y reviendrai plus tard, mais la difficulté fondamentale de la plupart des habitants à juste penser l'avenir, ou à s'autoriser le droit à penser l'avenir. Et donc, finalement, on a une vision d'Hénin Beaumont qui était d'abord une présentation des problèmes, ou d'un passé idéalisé. Et c'est pour ça aussi depuis la semaine dernière, on a relancé une nouvelle démarche qui, là, va être très orientée sur l'avenir, et dont je pourrais parler plus tard éventuellement. Voilà. Je vais demander à Francis Peduzzi justement de nous parler de son action au Chanel, ou de manière peut-être plus large. Tu avais une vie aussi avant le Chanel, donc une réflexion. Et est-ce que tu es confronté à ça, cette espèce de malgré tout, il y a toujours dans nos sociétés une défense d'une certaine culture, des formes de culture dites légitimes, la culture avec un grand C. Et est-ce que ce n'est pas le frein principal justement au travail et à la rencontre des publics ? Merci, bonjour. Oui, bien sûr, je suis confronté à ça. C'est-à-dire que nous, bien que c'est national, on n'a jamais hésité à faire des repas, à mettre la nourriture très haut dans le panel de propositions qu'on peut avoir, à faire des bals, enfin, à être à des endroits comme ça un peu inattendus. Donc ça donne, Peduzzi n'aime pas le théâtre. Voilà. Dans ma profession. Mais ce que je veux dire, c'est toutes les interventions, enfin les deux interventions de la première partie, là, moi, ça m'a vraiment intéressé. C'est-à-dire que ça m'a fait résonner, et ça résonne. AI et. Donc je reste dans. Voilà. Et j'ai essayé de voir pourquoi. Enfin. Et en même temps, je n'arrive pas à me construire une théorie comme ça qui prendrait des choses qui ont été dites et à les réinstaller dans ce qu'on fait. Alors, je voulais le faire, mais je m'en sens pas du tout capable. Donc, moi, je vais vous dire très simplement à la fois la posture et le mode de réflexion qui est le nôtre, d'une manière un peu générale, et ce sera ma manière d'introduire le débat. Il se trouve, je suis là depuis 91, donc je parle belge. Donc ça fait 20 ans, et il se trouve que dans notre histoire, ce qui est très important, c'était la quête du lieu. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de lieu. Et à un moment, j'ai été confronté à la rénovation, à la réhabilitation d'un endroit qui sont les anciens abattoirs de la ville, 14 000 m². Et il fallait faire un projet. Et donc la première réflexion, c'était de dire on ne va pas faire un théâtre de plus. Il y en a un dans la ville, on n'a pas voulu nous le donner, nous le confier en tout cas, donc ce n'était pas intéressant. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'un lieu culturel au XXIe siècle? Et la réponse qu'on a donnée, c'est un lieu culturel aujourd'hui, pour nous en tout cas, c'est un lieu de vie. C'est-à-dire qu'on a essayé, dans le concept de l'architecture, de traduire ça. Alors pour nous, lieu de vie, ça veut dire que ce lieu, c'est un endroit où on peut venir manger, c'est un endroit où on peut venir acheter des livres, c'est un endroit où on peut se promener, c'est un endroit où il y a plein d'autres raisons que d'y venir, que celle, stricto sensu, de venir voir une exposition ou venir voir un spectacle. Lieu de vie, ça signifie aussi que l'architecture doit donner et dégager quelque chose qui soit de l'ordre de... J'allais dire de la générosité, mais pas la générosité charitable, la générosité, je ne sais pas comment la qualifier, républicaine, j'en sais rien, mais faire en sorte que les gens soient le moins intimidés possible quand ils rentrent dans ce lieu. C'est très bête ce que je raconte, mais qui s'y sentent bien. C'est-à-dire on arrive dans ce lieu-là, puis l'objectif c'est qu'ils n'aient plus envie d'en partir. Pas pour consommer, mais parce qu'il y a quelque chose qui se passe
dans le rapport entre les personnes qui fait qu'à un moment donné, ce lieu aimante et dégage quelque chose. Et moi, le plus beau compliment, je me souviens qu'on a eu un jour une manifestation où il y avait des caravanes dans la cour et les spectateurs, les promeneurs avaient le droit d'aller dans les caravanes et donc rentrer en discussion avec les habitants de la caravane qui étaient en l'occurrence là quelqu'un qui fabriquait des costumes. Elle parle, je sais pas, 20 minutes, 25 minutes avec cette personne. Et puis, au moment de partir, elle repart et elle dit, voilà, maintenant, je vais retourner dans la vraie vie. Et cette idée, à la fois de vie, mais de bout de ville, qui soit une ville rêvée, une ville presque idéale, qui en tout cas échappe à l'idée du quotidien, échappe à l'idée qu'on se fait et de la manière dont les gens vivent leur propre ville. Cette idée-là m'intéresse. Moi, on vient de vivre quelque chose en France, ces débats-là sur la primaire, et moi je n'en peux plus de cette phrase qui dit il faut dire la vérité aux Français. Je fais bien le valse, hein, mais je n'en peux plus parce que cette phrase-là, elle interdit toute pensée d'avenir, elle interdit tout rêve, c'est-à-dire qu'elle considère comme installé ad vitam aeternam tout ce qui aujourd'hui fait que la société va mal, fait qu'on se trouve dans cette situation. C'est-à-dire, au lieu d'être en dynamique par rapport à un avenir, elle dit aux gens de rabaisser leur caquet, elle ne les invite ni à penser, ni à rêver, ni à se projeter. Et je trouve, moi j'étais extrêmement malheureux. À un moment, c'est insupportable. Et donc toute notre démarche, c'était au contraire, dans cette ville si particulière de Calais, c'est d'essayer de concevoir un lieu et de faire vivre un lieu à un endroit que jamais personne, je pense, dans cette ville ne s'était imaginé. Et après, la question, c'est comment on le fait vivre, ce lieu. Parce qu'une fois qu'on a installé ce concept, d'abord, il faut le traduire dans l'architecture. Donc, il y a la nécessité de trouver des gens, des architectes en l'occurrence, qui soient capables de traduire ça, qui soient au même endroit de la réflexion philosophique. Donc ça, je pense qu'on a trouvé ces gens. En l'occurrence, je parle en particulier de Patrick Bouchain. Et puis, ensuite, il faut qu'on soit à la hauteur du lieu. C'est-à-dire que ce lieu, ce qui le caractérise, et ce que j'ai envie que caractérise cette scène nationale, c'est le mouvement. C'est-à-dire l'idée que jamais rien n'est acquis, qui a toujours la nécessité d'être dans une dialectique de l'offre et de la réponse. Non pas de l'offre et de la demande, mais de l'offre et de la réponse. Et moi, le projet, peut-être, il a été conçu dans cette ville comme une conversation. Il y a une conversation, alors j'ai longtemps dit avec la population, parce que moi, le mot public, il y a longtemps que je ne m'en sers plus. Maintenant, peut-être, à l'aune de réflexions un peu neuves qu'on a à l'intérieur de la scène nationale, peut-être il faut que je dise avec les personnes, mais en tout cas d'une conversation. Et quand je vous parle, par exemple dans le premier débat, quelqu'un parlait de Lacan, donc il s'imagine que tout le monde connaît Lacan. Vous voyez, on est capable ici d'employer des mots, de citer des gens où on sait qu'il va y avoir un répondant. Moi, si je dois expliquer le projet de la scène nationale à Calais aux gens qui fréquentent le lieu, je peux sans doute pas utiliser les mêmes mots. Si je cite Bourdieu, on ne sait pas qui c'est. Vous voyez, donc il y a la nécessité dans une conversation de prendre en considération l'autre et donc de décliner un vocabulaire et une grammaire. Et moi, le vocabulaire, ce que j'appelle notre vocabulaire, c'est les propositions artistiques, les expériences artistiques. Moi, je maintiens ce mot expérience. C'est-à-dire que, de certaine manière, on travaille sur une horizontale. Moi, il y a la balkanisation des disciplines artistiques, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai jamais considéré supérieur un travail bien fait dans le cadre d'une pratique amateur, d'un spectacle qui a tourné dans toute la France et qui est accueilli. Donc déjà,
il y a cette chose-là. Ensuite, inviter, toujours sur ce registre du vocabulaire, de notre vocabulaire, inviter et convier des formes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les formes qui sont capables de parler à quelqu'un qui a une thèse de 3e cycle sur le théâtre et qui est capable de parler à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds au théâtre. J'adore ça. Enfin, voilà. Donc, on essaye d'être sur ce registre-là. Et la grammaire, c'est le contexte. C'est-à-dire que on a mené une réflexion, je pense qu'elle n'est ni aboutie et qu'elle est toujours elle aussi en mouvement, mais sur la saison, c'est-à-dire donner rendez-vous toutes les semaines à 20h30 le vendredi soir. Voilà, je pense qu'on peut faire exploser les cadres. Je pense qu'on peut créer des contextes qui bousculent un peu, qui interpellent. Nous, on a fait des spectacles en plein hiver à 7h du matin. Et c'est absolument... il y a quelque chose qui se passe à ces horaires-là. On a créé des manifestations qui ont, pour chacune d'elles, leur propre concept. Et donc, on essaye d'être dans cette posture à la fois qui est une posture... modestement, mais vraiment, moi je pense qu'il n'y a pas de recette, il faut que chacun soit autonome dans ses jugements et suive sa propre voie. Et on a essayé d'être dans l'invention de quelque chose. On essaye d'être en permanence vigilant à ne pas s'enfermer sur nous-mêmes et à ne pas se raconter d'histoires sur ce qu'on fait. Moi je suis extrêmement attentif à ne jamais être dans l'auto-congratulation de nous-mêmes. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait aussi qu'on a toujours évité l'entre-soi. Ce que j'appelle l'entre-soi, c'est à la fois l'entre-soi des spectateurs eux-mêmes. Il y a je peux le dire, quand même, il y a un attachement vraiment des spectateurs du Chanel et de la population générale à ce lieu, mais j'essaie toujours que tout ça ne devienne jamais consanguin et soit oxygéné en permanence par... des nouvelles équipes artistiques, des nouvelles personnes qui viennent dans le lieu, et puis l'entre-soi de la profession, qui considère comme acquis peut-être un certain nombre de réflexes, de conceptions qui pour moi, sont complètement datés. Alors qu'est-ce que vous voyez ce que je veux dire par l'entre-soi, c'est-à-dire ces espèces de modes qui se succèdent les unes aux autres. Moi, quand je suis arrivé dans la profession, il fallait faire les écritures contemporaines. Voilà. Après, c'était autre chose. Moi, j'essaie toujours d'être dans des espèces d'autonomie de jugement et de rapport. Et je vais revenir, et je vais en terminer là. Je pense que et peut-être notre travail, il est parti de là. Alors, je sais pas, c'est juste, c'est faux, mais en tout cas, c'est ça qui nous a animés. Je ne pense pas que les gens y viennent dans un théâtre pour se cultiver. Je pense que les gens viennent dans un théâtre, dans un lieu culturel, pour vivre des expériences. Alors, moi, je pense qu'il y a des punitions à l'expérience artistique. Je pense que l'exaspération, c'est une punition face à un spectacle. L'ennui, c'est une punition. Le plaisir aussi, c'est une sanction, en tout cas. Et j'aime cette idée d'être vivant. Et j'aime cette idée, mais je suis désolé, hein, c'est très très bête, mais de donner du plaisir aux gens. Parce que je pense que si on donne du plaisir, ils auront envie de revenir. Et c'est ce pari-là qu'on fait chaque jour, donner du plaisir aux gens. Et dernier mot, on a un restaurant, on a une librairie, et pour nous, là aussi, ce n'est pas une librairie de plus, ce n'est pas un restaurant de plus, mais c'est voir comment on peut tisser et travailler à partir de la nourriture des objets artistiques inédits, comment on peut faire travailler des artistes sur à la fois le champ de la littérature, c'est-à-dire donner le goût de lire, et le champ de la nourriture. Et là, ça ouvre des portes. C'est pour ça que la classification, théâtre, danse contemporaine, tout ça, moi, je m'en suis échappé. C'est pas des choses qui m'intéressent. Je déteste les corporatismes et je déteste la balkanisation de la pensée. Voilà. Voilà, alors, comme j'ai 4 invités, il faut que je fasse parler tout le monde. Avant de passer la parole à Dirk Segers, je vais faire une petite incise
vers le monde virtuel, on doit aussi en parler et poser une question à Clémence, une question où j'enfile un peu mes habits du vieux socio-culturel qui n'est pas rentré dans le 21e siècle. Est-ce que Francis Peduzzi parlait de la contrainte finalement de retourner dans la vraie vie. Est-ce que le monde virtuel, c'est la vraie vie? Bonjour. Alors effectivement, il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis du virtuel. C'est ce qu'on a expérimenté lorsqu'on a mis en place le blog de l'Athénée dont je m'occupe. Alors pour vous refaire une petite mise en contexte rapidement, donc l'Athénée, c'est un théâtre qui est situé à Paris, qui programme des pièces de théâtre, des opéras et de la musique classique. Et en pièces de théâtre, c'est du répertoire du 19e et du 20e siècle. Et il y a 4 ans, ils ont décidé de créer un blog dont je suis responsable. Donc tous les jours, j'y écris des articles, donc textes, photos, vidéos sur la vie du théâtre, sur la vie des coulisses, sur la vie culturelle en général. Et effectivement, on s'est heurté à beaucoup de réticences au départ, pas tellement de la part du public. La part du public, on a eu au contraire beaucoup d'intérêt assez rapidement. Mais de la part du monde professionnel, effectivement, il y avait comme cette impression qu'il y avait un contraste en fait entre le théâtre qui est fait de chair et le virtuel, comme si les deux étaient absolument antinomiques. Et moi, je m'inscris absolument en faux contre ça. Et je me reconnais dans beaucoup des propos de Francis. Et c'est pas parce qu'on est dans le virtuel, qu'on est sur un blog, en l'occurrence, que l'humain est pour autant évacué. Et même au contraire. Puisque au départ, l'idée du blog, c'était parce que moi, en tout cas, je suis un petit peu sceptique vis-à-vis de beaucoup d'actions de relations publiques telles qu'elles sont menées. Et je trouvais que le blog était une manière d'avoir une relation directe en fait avec les spectateurs, puisque je parle en mon nom, j'essaie de ne pas avoir un ton institutionnel. Alors après, c'est toujours difficile de parler de ce qu'on fait, mais en tout cas dans ce que j'essaie de faire, le blog est très personnalisé. C'était un petit peu une prise de risque au départ, mais le blog s'appelle le blog de Clémence et non pas le blog de l'Athénée. Et il s'agit vraiment de parler en mon nom, d'être personnel, d'abandonner le ton institutionnel pour créer une relation avec les spectateurs qui sachent que je suis une vraie personne, que je suis là derrière, que j'ai mon avis, que je peux être irritante, mais que je suis une vraie personne dans ce théâtre qui est composé de vrais gens. Et dans mon blog, je tiens aussi à donner beaucoup la parole aux artistes et à l'équipe de l'Athénée pour essayer de réintégrer de l'humain. On ne parle plus à coup de dossiers de presse ou d'affiches ou de relais, mais en essayant de donner directement la parole à tous ces gens qui font le théâtre, qui peuvent être les artistes, les habilleurs, les costumiers, les techniciens, les machinistes, le directeur technique, le directeur tout court, enfin... Voilà, moi dans mon idée c'était vraiment de réintégrer de l'humain, et le blog par sa forme personnalisée permet ça en fait, permet de sortir un petit peu du ton un peu consensuel qu'on a forcément lorsqu'on communique en fait. Et en ce qui concerne ma relation avec les gens qui me lisent, ça m'a permis aussi d'entretenir des relations personnelles avec les gens. Alors, j'ai 9000 abonnés, donc évidemment, je n'entretiens pas des relations personnelles avec les 9000 abonnés. Mais beaucoup d'entre eux m'écrivent assez régulièrement. Moi, je leur écris tous les jours. Ils ne me lisent pas tous les jours, les pauvres. Mais beaucoup m'écrivent, m'envoient des emails assez souvent ou demandent à me voir lorsqu'ils viennent à l'Athénée. Donc, avec certains d'entre eux, enfin, même un certain nombre, il y a une relation personnelle qui s'est créée. Et il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit... que pour lui l'Athénée c'était plus pareil parce que maintenant il savait qu'il y avait quelqu'un, enfin, qu'il avait l'impression d'aller voir des gens qu'il connaissait en fait quand il allait à l'Athénée. Voilà, et c'est vraiment ce que j'espérais faire justement avec ce blog. Alors donc la limite en fait c'est que donc j'essaye de m'adresser aux gens autrement. De leur donner du contenu, surtout de sortir de tout ce qui est communication, marketing. Je ne suis pas là pour remplir les salles.
Je suis là pour donner un autre contenu, pour donner du plaisir aux gens, pour leur donner envie d'aller au théâtre, pour leur donner envie de découvrir les spectacles, pour leur donner un petit contenu chaque jour qui est parfois très modeste. Je ne m'amuse pas à écrire des tartines philosophiques tous les jours parce que de toute façon ça serait intenable pour mes lecteurs comme pour moi. Mais il s'agit de créer une petite étincelle tous les jours en fait et de redonner l'envie aux gens de découvrir des choses et d'aller au théâtre et d'éveiller leur curiosité. Ça permet un petit peu de prolonger pour moi le travail des équipes aussi bien artistiques qu'administratives du théâtre en fournissant un contenu au-delà des spectacles, en fait, qui complète les spectacles. Et là où je me reconnaissais dans ce que disait Francis Pidoudy, c'est que j'essaie aussi de sortir de l'entre-soi. À chaque fois que j'écris un de mes articles, je ne sais pas si j'y arrive forcément, j'essaie de ne pas faire de références que les gens ne connaîtront pas. J'essaie toujours de faire comme si je m'adressais à des gens qui ne sont jamais allés au théâtre et qui n'ont jamais lu mon blog avant. J'écris chaque article comme si c'était le premier, pour éviter que les gens se sentent exclus d'emblée, parce que c'est tout le contraire du projet. Le projet, c'est d'essayer de créer une grande communauté, c'est assez idéaliste, mais de créer une communauté où on est rassemblés autour de l'envie de découvrir des choses et l'envie d'aller au théâtre, sans que qui que ce soit ne se sente exclu. Et donc je m'adresse aussi bien à des gamins qui ont 12 ans qu'à des personnes très âgées. Parce que, surprise aussi, vis-à-vis du virtuel, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont abonnées à ce blog, puisqu'il y a régulièrement des gens qui m'écrivent en me disant j'ai 80 ans, je ne peux plus me déplacer au théâtre, mais je vous lis tous les jours. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Le blog permet de faire venir les gens au théâtre, même un petit peu virtuellement. Alors la limite, je le disais tout à l'heure et j'ai terminé, c'est que j'espérais, en fait, avec ce blog, créer quelque chose de très participatif. J'espérais que les artistes y participeraient beaucoup, que le public y participerait, enfin bref, que je ne serais pas la seule à y parler. J'ai réussi à y faire participer quelques artistes et quelques membres de l'équipe du théâtre en leur donnant l'occasion de publier soit des photos, soit des vidéos, soit des textes qu'ils avaient eux-mêmes écrits ou des dessins sur le blog. J'ai essayé de lancer aussi de pousser les lecteurs en fait, à écrire eux-mêmes leurs textes ou à prendre leurs photos et à me les envoyer pour que je les publie. Et ça a été globalement un échec puisque même du point de vue des artistes qui a priori seraient peut-être plus à l'aise avec ça, très peu souhaitent participer. Ils restent la plupart du temps en retrait, disant que non, c'est pas leur métier et qu'ils préfèrent, ils veulent bien se faire prendre en photo et que je les interviewe, mais ils voudront pas publier un texte pour eux, ils voudront pas publier des photos qu'ils ont prises en répétition. Et idem pour mes lecteurs. Lorsque je lance régulièrement des appels en disant si vous avez écrit des textes sur les pièces que vous avez vues, si vous avez fait des dessins, si vous avez fait quoi que ce soit en fait en rapport avec le théâtre en général ou l'Athénée en particulier, n'hésitez pas à me les envoyer, j'adorerais publier vos écrits. Et jusqu'à présent, j'ai peut-être eu 6 réponses, j'ai publié 6 articles en fait, 6 articles et quelques photos de quelqu'un. Sur 9000 lecteurs, c'est pas beaucoup. Et de même, en termes de commentaires, puisque les gens peuvent laisser des commentaires en fait sous les articles que je publie, j'ai assez peu de commentaires en fait, j'en ai avoir 2-3 par jour, mais à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent personnellement, donc des gens qui ne veulent pas être publiés, mais qui m'envoient des mails. Et donc il y a quand même une limite à toute la dimension participative à laquelle on a cru avec les réseaux sociaux, en s'imaginant que tout le monde aurait le droit à la parole. C'est pas tout à fait le cas, puisque mine de rien, je suis pas sûre que les gens aient tant envie que ça de prendre la parole, et que le côté participatif qu'on espérait créer avec les réseaux sociaux, les forums et les blogs n'est pas si développé que ça, à mon grand regret. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'essence du projet et comment il colle à la réalité du thème d'aujourd'hui, de cette espèce de rendre un peu au public la voix de l'action culturelle et socioculturelle, quoi, la participation. Bonjour. Permettez-moi quand même aussi de retomber sur 2 notions que Éric Coren vient de parler de ça ici, dont je parlerai aussi. Donc c'est la notion de l'homme comme animal urbain et la notion d'hybridité. Ce sont des notions qui reviendront dans mon discours parce qu'en effet, moi aussi j'ai une pratique de presque 20 ans dans le monde culturel ici à Bruxelles. Et, au centre, plus vers la Bourse, et puis à Recyclard pendant plus de 2 ans maintenant. Et je me suis souvent posé la question, c'est quoi cette notion de ville, ce mot de Saint-Lectre dans lequel on vit, dans lequel on travaille, qui prend tellement d'importance
dans notre discours, eh ben, c'est relativement facile. La ville, pour moi, c'est la différence. C'est le fait qu'on a un karaoké coréen à côté d'une friture bruxelloise, à côté d'une mosquée, à côté d'un magasin de lingerie. La différence, pour moi, c'est la ville. Et quand on regarde à l'inverse, quand cette différence disparaît, il y a l'inverse de la ville qui s'installe, c'est-à-dire c'est un ghetto. Du moment qu'il y a une homogénéité qui s'installe, il y a un ghetto, soit religieux, soit socio-économique, soit ethnique, et cette notion de différence disparaît. Donc je pense que dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment important de pouvoir cultiver cette différence et d'avoir surtout respect pour ce qui est le plus fragile et qui a tendance à disparaître le premier dans cette différence. Comment, permettez-moi d'illustrer ça, comment on fait ça à Recyclart. J'ai amené quelques images, tout d'abord parce que c'est amusant, et parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit une image dit beaucoup plus que 10 000 caractères. Donc j'essaierai d'être rapide. J'ai aussi appris que le premier groupe d'immigrés à Bruxelles sont des Français. Donc pour les Français qui ne connaissent pas Recyclart, c'est vraiment à 100 mètres d'ici, de ce côté-là, dans le quartier populaire des Marolles. Je préfère utiliser populaire que défavorisé, mot difficile pour moi. Mais Recyclart est donc en dessous de la It's Better Here. C'est l'agenda de novembre-décembre qui est imprimé maintenant et qui dit c'est mieux ici. Où est-ce ici? Je ne sais pas, c'est ailleurs. Voici la jonction Nord-Midi sous laquelle Recyclart est. C'est une intervention urbaine très brutale qui a coupé la ville de Bruxelles en deux entre 1910 et 1952 et qui a tué un tissu social très dynamique. Et Recyclart a investi ces lieux dans la gare en dessous de cette jonction, justement pour utiliser culture comme un catalyseur dans cette région, enfin ce quartier populaire. Voici une image historique, je serai rapide. Voici Recyclart comme c'est maintenant. Voici Recyclart pendant la journée. Voici Recyclart pendant la nuit. On a une grande capacité, on peut mettre 450 personnes, mais les formats de concert sont très longs. On commence à 10 h du soir, on termine à 5 h du matin. C'est important pour une certaine subculture urbaine, c'est-à-dire surtout pour la musique électronique. C'est un des seuls lieux où on peut encore faire de la musique jusqu'à 5 h du matin, simplement parce qu'on fait autant de bruit que les trains. Il n'y a pas de voisins directs. Non, mais c'est un problème super important. On voit dans tout le discours de la gentrification qu'en effet, le discours du bruit est important et une personne a le droit de stopper un fonctionnement d'un centre culturel. Et on voit en effet qu'il y a une délocalisation des subcultures urbaines de plus en plus en dehors du centre de la ville, juste à cause de ce mouvement de gentrification qui a lieu. On dit, je parle des concerts, mais on est un centre pluridisciplinaire, assez atypique en plusieurs formes. Denis l'a déjà dit, on est bicommunautaire, ce n'est pas évident en Belgique, donc on est subventionné aussi bien par la communauté francophone comme centre pluridisciplinaire que par la communauté néerlandophone. Ce n'est pas évident, pour moi c'est la seule situation réaliste à Bruxelles, mais comme toujours la culture vient un peu à l'arrière. Ce qui est aussi atypique à Recyclart et ce qui est vraiment important pour notre relation avec la ville dans laquelle on est, c'est que au sein de Recyclart, il y a trois sections. Il y a le centre d'art pour lequel je suis responsable, mais on a aussi un bar-resto et on a ce qu'on appelle fabrique. Les fabriques, ce sont des ateliers de métal et de menuiserie. Et je dis ça parce que c'est super important pour Recyclart, mais je pense pour la culture en général, c'est de faire cette combinaison de culture et d'emploi. Pourquoi? Parce qu'aussi bien bar-resto que fabrique sont des projets de transition professionnelle. Donc des gens qui ont été sans emploi longtemps peuvent venir à fabrique, suivre une formation comme menuisier par exemple, après 2 ans,
ils ont un diplôme et ils peuvent continuer dans ce que je nommerais la vraie vie. Mais je crois que c'est vraiment important de combiner ces deux aspects, emploi et culture. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, quand on vient dans des quartiers populaires comme ceci, la première question qu'on va vous demander, ce n'est pas donnez-nous de la culture, mais c'est donnez-nous un emploi. Et combiner les deux, c'est vraiment essentiel pour développer une relation saine avec le quartier, la ville dans laquelle on est. C'est important pour la crédibilité, mais c'est aussi important parce que le quartier dans lequel on est une inépuisable source d'inspiration pour le programme culturel. Je passe vite, c'est le bar-resto, c'est notre équipe de cuistots, c'est la menuiserie, c'est l'atelier métal. On travaille uniquement sur commande, hein. On fait du mobilier urbain, on travaille pour des institutions culturelles, sociales, etc. Des petits projets comme une chaise ou vraiment des gros projets comme le skatepark à Bruxelles, ce qui a pris presque 3 ans. Une demande typique de la ville, ils ont un espace public triangulaire, trop petit pour faire un parc, et ils ne savent pas bien quoi en faire, et ils viennent à recycler et disent « ouais, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ?» Il y a déjà une dénivellation sérieuse, donc il y avait beaucoup de skaters qui venaient par là, et là le boulot commence pour nous. On va parler avec les collectifs de skaters, on cherche un architecte, on cherche un ingénieur qui peut faire les rampes, etc. etc. Et après 3 ans, il y a un skatepark. Ça illustre comment on s'inspire de la ville pour de nouveau l'inspirer. Quand je parle de travail de quartier et comme le potentiel humain est une source inépuisable pour le programme culturel, on parle d'activités comme celle-ci qu'on appelle le Studio Marcel et dans lequel on fait une activité autour d'un habitant de Marolles. C'est un travail à long terme. Tout le travail de proximité est un travail à long terme. Il faut penser en 4-5 ans avant qu'on connaisse vraiment tout le monde. Et une fois par mois, on sélectionne une personne et on fait une activité autour de cette personne-là. Elle invite ses copains. Si par exemple cette personne a une certaine fascination, par exemple, je ne sais pas, pour l'espace, ou comme dans ce cas-ci, pour des trophées de chasse, on fait une soirée thématique autour de cette fascination. Et les amis viennent, ça peut varier de 20 personnes à 200 personnes. La soirée qui avait le plus de succès de 200 personnes, c'était une soirée pour l'élection de la personne la plus affreuse du quartier. Ça s'appelait Soirée Moche. On a élu Miss Moche et Mister Moche. Il y avait 200 personnes qui sont venues pour être élues Miss Moche. On va le répéter en novembre si vous vous sentez concerné. Ici, c'est la soirée trophée. Donc, ça montre comment on travaille. On va au marché aux puces qui est à côté de la porte. On achète quelques éléments et les gens peuvent se faire portraiter comme dans un salon de photos africain dans le Studio Marcel. Ici, femmes avec aspirateur, hommes au sexe douteux, trophée de chasse féminin. Voilà, c'est l'annoncement de la soirée moche le 18 novembre, le mois prochain, avec un exemplaire particulièrement moche. Maintenant, comment on a parlé aussi d'implication du public, aussi dans les premières interlocutions. Donc, je crois que c'est vraiment, on a souvent parlé de consommation de culture. Je crois que c'est vraiment essentiel d'essayer de transgresser ou de changer le statut du public, justement d'un consommateur passif qui consomme la culture à la McDonald's, c'est-à-dire il vient à 8h30, il achète son ticket, il s'assied 3 quarts d'heure, il y a un quart d'heure de pause, 3 quarts d'heure nouveau, il rentre. Je crois qu'il faut vraiment changer le statut et qu'il faut en faire un complice. Vous avez parlé de faire des pièces de théâtre, des représentations à 7h du matin en hiver. J'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on demande un effort, on demande un sérieux effort. Il fait froid, il faut se lever, on ne voit rien. Mais justement, en surmontant cet effort, la récompense qu'on a comme spectateur ou comme public actif après est beaucoup plus grande. Et je crois que c'est essentiel donc, de changer le statut du public de consommateur à complice, justement pour
créer ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne community, une communauté autour du centre d'art qui se sent impliquée. Et pour ça, c'est important donc de s'inspirer du quartier, de la ville dans laquelle on est, mais aussi d'offrir un podium à son public. Ici, c'est un événement qu'on fait le 19 Living Brussels. C'est des événements chez des habitants et on part de l'idée, tout le monde a un talent. Montrez-nous votre talent. Et ça peut être raconter une histoire, cuire un plat, jouer au football, chanter une chanson, et on va chez les habitants et ils nous montrent leur talent. C'est une façon d'impliquer. Notre travail de proximité, de quartier, est basé surtout sur la photographie. Mais il y a beaucoup de facettes de ce travail de photographie, mais un aspect important avec lequel on atteint des subcultures urbaines qui sont vraiment difficiles à atteindre, c'est le travail qu'on fait avec des caméras jetables. Ici, on a fait l'année passée deux de ces travaux, un avec des toxicomanes de longue durée, de drogue dure. Longue durée, on parle de plus que 10 ans, hein, donc c'est miraculeux qu'ils vivent encore. Il y a un centre ici dans le Pentagone qui s'appelle le MAS, la Maison d'accueil socio-sanitaire, avec qui on a travaillé pour faire ce projet-là. Et comment on travaille, ça a l'air simple, c'est dur. On fait des rendez-vous avec ces toxicomanes, on essaie de les convaincre de faire des photos de leur quotidien. Et c'est amusant parce qu'au début, souvent, ils essayent de faire de soi-disant jolies photos. Une église, un arbre. Et on dit non, on est beaucoup plus intéressé dans ton assiette de spaghettis que dans une belle photo de la forêt. Montre-nous comment tu vis. Et c'est difficile, hein. Il faut qu'ils soient là au rendez-vous, il faut qu'on parle avec eux. On donne 20 caméras, peut-être qu'on en reçoit 2 de retour. Mais les résultats sont fantastiques parce que c'est les vues de l'intérieur d'une subculture qu'on n'aurait jamais comme personne étrange à cette subculture. En plus, on ne se sent pas voyeur parce qu'ils montrent ce qu'ils veulent nous montrer eux-mêmes. Vite, quelques images. C'est un autre projet qu'on a fait avec des SDF l'année passée. C'est les squats dans lesquels ils vivent. Vite, le marché aux puces qui est important pour nous parce qu'on collectionne des albums de famille qui vont être jetés. Ce sont les personnes dans le quartier. Il y a beaucoup de personnes âgées dans le quartier. Ici, c'est un autre travail, c'est le photomaton, une sorte d'inventaire d'habitants à base de photomatons mobiles. Ça, c'est le photomaton quand on l'avait mis dans la clinique ici de Saint-Pierre. Ça, c'est pénible. Et peut-être qu'il y a une relation avec cette photo-ci, je ne le sais pas. Ici, un objet, je parle vite de cet objet-ci, à droite que vous voyez là. On a un festival qui dure 6 semaines en été, en plein air. Et on a, comme vous voyez, on a cet espace public de vent recyclard qui, en été, est une interface super important avec le quartier dans lequel on est. Et on a construit, là à droite, vous le voyez, un four à pain. C'est une bête idée, mais c'est un projet qui a vraiment surpassé mes espérances dans le résultat. L'idée, c'était d'utiliser le four à pain. Donc, on fait des ateliers de pain dans différentes cultures, de 6 à 9. Et de 9 à minuit, tout le monde peut apporter sa pâte et peut venir cuire son pain. Ben, c'était assez hallucinant. Ça fonctionnait super bien. Et en plus, pour beaucoup de personnes, par exemple d'Afrique du Nord, mais aussi d'Amérique latine, ce type de four à pain, ben, c'est de leur quotidien. Ils sont super ravis de l'utiliser, d'expliquer à nous comment ça fonctionne. Et il n'y a pas d'autre plus grande preuve de conscience que de manger la nourriture d'autrui. Donc voilà, le four, on a utilisé pendant 2 ans, donc 2010-2011, pendant l'été. Une autre forme pour impliquer son public, c'est d'organiser évidemment des ateliers. Ici, c'est un atelier des guerrilla gardeners qu'on a fait pour faire des bombes à semences. C'est facile, on prend de l'argile, on met des semences de fleurs et on laisse sécher. Alors, on a des petits projectiles très compacts qu'on peut jeter dans l'espace public à des endroits où normalement on ne peut pas accéder. Et s'il pleut un peu, et on a de la chance, il y a une jungle de fleurs qui jaillit 6 mois après. Ici, quand même, vite encore
un mot sur ceci. C'était justement un projet pour atteindre une catégorie de public qu'on n'atteint jamais, c'est-à-dire les petits vieux, comme ils habitent dans les Marolles. Ils sont souvent seuls et ils ont comme seule compagnie des affreux petits araignées sur stéroïdes qu'on appelle petits chiens. Et soudainement, on a utilisé, pour pouvoir contacter ces personnes-là, on a utilisé le chien comme figure médiatrice. Donc l'idée, c'était ici, à côté du four à pain, on avait développé toute une thématique sur les cheveux. Intéressant, pourquoi? Parce que les cheveux sont aussi un symptôme ou un signe extérieur d'identité, identité sexuelle, identité ethnique, identité socio-économique. Donc, et de ça aussi, à cause de ça, il y a beaucoup de préjugés autour des cheveux, et on avait un coiffeur public, etc., etc. Et ce qui nous intéressait, c'était les poils des quadrupèdes. On a organisé un salon de lavage et de coiffure de chiens pour atteindre ces personnes. Et c'est la première fois qu'on le faisait, donc je pensais s'il y en a 2 qui viennent, c'est un succès. Mais le salon était là 2 heures, il y a eu 12 personnes âgées qui sont venues. Et chaque fois quand je demandais pourquoi vous êtes venus, ils disent parce que nous, on ne peut pas se permettre de payer la toilette pour le chien, c'est 20-25 €. Chez nous, c'était gratuit. Donc ça a vraiment fonctionné. À ce moment-là, dans le four, on cuisait des biscuits. Et voilà, ça crée tout de suite un lien. Et ces gens-là, c'est la première fois qu'ils viennent à Recyclard et ils se disent « Ah, ben zut, c'est quand même convivial aussi, c'est pas que de la musique boum boum, et c'est pas que des gens qui pissent dans les portes et qui crient la nuit. » Et en plus, les chiens avaient l'air de s'amuser aussi. Voilà, une autre façon d'impliquer le public, on fait une TV locale, TV Marolles. C'est la TV des Marolles par les Marolliens. Il y a tous les ingrédients. Il y a Monsieur Météo des Marolles qui parle sur le microclimat. Il y a un cuistot des Marolles. Et puis il y a les gens qui font des reportages sur leurs voisins. C'est super simple et ça fonctionne assez bien. Bon, ça prend quand même de l'énergie, mais le résultat, on en a fait 3 cette année-ci, on en fera 3 en 2011. Photoclub, c'est aussi des façons d'impliquer les gens. Il y a aussi des stratégies de programmation, justement pour pouvoir mélanger des publics. Si vous êtes dans le monde culturel, vous savez, une des choses les plus difficiles à faire, c'est de mélanger son public. Une stratégie qu'on a développée à Recyclard et qu'on utilise chaque mois, c'est ce qu'on appelle le in vitro. C'est une date fixe, c'est le dernier jeudi du mois. Et le dernier jeudi du mois, dans tous les locaux de Recyclard, et on a 3 résidences d'artistes, on a le studio Marcel pour les activités de quartier, on a notre bar-resto dans lequel il y a un concert à ce moment-là. Dans chaque local de Recyclard, il y a une activité gratuite. Et le but est, les gens viennent pour le vernissage d'un artiste, ils voient à côté, il y a encore un vernissage, on peut aussi boire un coup gratuit, on va voir. Et ils vont de l'un à l'autre et ils entendent le bruit de la musique. Ok, on va dans le bar-resto, peut-être qu'on peut manger, il y a de la musique. Et l'idée est vraiment là, à ce moment-là, que les publics, photos, art visuel, installation, art conceptuel, musique, etc., se mélangent. C'est pas facile, mais oui, c'est une stratégie de programmation qu'on utilise qui fonctionne assez bien. Voilà, c'est des graffitis écologiques, des formes de graffiti écologiques. On parle beaucoup de street art. Je crois aussi que ça a beaucoup évolué en 20 ans. Donc, il faut proposer des alternatives pour le graffiti. Ici, c'est un artiste britannique qui fait justement ce qu'il nomme grime writing. Il écrit dans la saleté. Donc, il utilise les graffitis et puis il nettoie, mais en nettoyant, il crée des nouveaux graffitis, comme ici l'arbre. C'est une superimposition d'un graffiti sur un autre. Je trouve ça assez intéressant et je trouve ça surtout nouveau comme discours. Et voilà, à part les stratégies de programmation et implication du public comme complice dans la programmation, évidemment, il faut aussi dans le contenu de sa programmation avoir des éléments qui font qu'à certains moments, le public reflète la réalité urbaine d'une ville. Recyclard avait une grande tradition de musique, surtout punk, aussi rock, post-rock, aussi électronique. Et on constate avec ces musiques-là que quand même 3/4 du public reste un public blanc.
Maintenant, depuis 5 ans, il y a une nouvelle forme musicale qui pour moi est une forme musicale très vibrante, très actuelle, qui illustre justement cette hybridité et cette urbanité dans un monde globalisé. Et c'est la musique qui est la fusion entre la musique électronique et la musique non occidentale, qu'on nomme dans la littérature anglo-saxonne tropical bass ou bien global ghetto. Et en programmant, depuis 2 ans, on programme aussi ces formes de musique-là, et tout de suite, on attire un autre public qui reflète beaucoup plus la diversité ethnique de la ville. Bon, pour certaines formes musicales, c'est difficile de contacter ce public, et je vais terminer avec ça, parce que ça démontre notre démarche de mobilisation ou comment atteindre le public qu'on aimerait bien atteindre. C'est aussi tout le discours de social networks, réseaux sociaux, ou Recyclare a un Facebook, on a plus que 10 000 fans, mais quand on fait par exemple une telle soirée, une soirée autour par exemple de la musique kuduro, la musique électronique contemporaine de Angola, comment allons-nous contacter comment on dit en français, angoliens, les habitants d'Angola qui résident à Bruxelles? Ils n'utilisent pas le Facebook, ils ne regardent pas les affiches, les tracts, ça ne sert à rien. Alors il faut aller les chercher. Et je crois que c'est super important aussi de savoir que chaque événement détermine le mode de mobilisation. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Souvent, il y a des stagiaires qui viennent avec leur laptop, ils ont un modèle de communication, mais sur le terrain, c'est différent. Quand on veut atteindre, par exemple, cette population-là, ben d'abord, on recherche, est-ce qu'il y a une sorte d'association culturelle angolaise à Bruxelles qui fait une coupole sur tous les ans, qui sait où ils habitent? Non, ça n'existe pas. Alors, il faut aller à la recherche de figures médiatrices, de figures qui habitent à Bruxelles et qui savent où les compatriotes se rassemblent. Alors, on a été dans le centre d'accueil pour les réfugiés politiques. On a cherché des Angoliens et on leur a demandé où est-ce que vous vous réunissez. Apparemment, c'était dans un petit hôtel ici près de la gare du Midi. Alors on va là, on va à l'hôtel. Il y a le mec derrière le comptoir. Je dis, c'est vous le patron? Il dit pas oui ou non. Il dit, pourquoi? Puis, parce qu'il est évidemment il est méfiant. Je dis, on veut faire une soirée avec de la musique, du kuduro. Et je dis, vous avez une cuisine? Est-ce que vous pouvez cuisiner pour nous? Bingo. C'est un langage qui comprend bien. Tout de suite, on a un contact, on commande de la nourriture et on a un petit réseau qui commence à se former. On dit, on peut mettre des affiches ici, chez vous, on peut mettre des tracts et comme ça, petit à petit, on développe ce réseau qui est un réseau social, non pas virtuel, mais de chair et d'os à petite échelle. Hein. Et peut-être que dans 6 mois, si on fait un même événement, ça n'existera plus. Et il faudra recommencer de zéro. Mais c'est comme ça que ça se forme. Et chaque événement dicte la façon de promotion. Si je fais un concert de musique soufie, par exemple, je paye quelqu'un pour aller dans les salons de thé, ici autour de la gare du Midi, de boire du thé et de parler avec les gens et de dire dimanche prochain, il y a un concert de musique soufie et ça se passe là, etc., etc. Et maintenant, je vais céder la parole pour ne pas mobiliser tout. Merci. Non, moi, je trouve que cet exposé est extrêmement réjouissant et je me dis que le milieu artistique français qui se targue et a l'impression d'être seul au monde, je trouve qu'il y a vraiment une leçon là, une leçon d'imagination, une leçon d'initiative. Là aussi, je sens la volonté de ne jamais être dans les jugements de valeur. Il y a une vraie sincérité, une vraie authenticité de la démarche. Et quand on voit par exemple les images, moi je suis très sensible à la typographie, aux mises en page, voilà, il y a une vraie dignité quoi, qui transparaît de tout ça. Donc moi je suis très admiratif de ce qui vient d'être présenté. Et en tout cas, voilà, moi je me sens de ce courant-là. Je me sens de ce courant-là. Après, évidemment, j'ai aussi un certain nombre
de contraintes, parce que quand même les outils d'évaluation sont totalement inadaptés à ce que nous, par exemple, nous faisons. C'est totalement inadapté. Moi, je ne sais jamais et je ne peux jamais remplir les cadres statistiques du ministère. C'est impossible. Il y a des choses que l'on fait, je ne sais pas si c'est de la musique, si c'est des arts plastiques, si c'est du théâtre, si c'est du théâtre de rue, mais en même temps c'est dans la salle. Enfin, vous voyez, donc à exploser les cadres, en même temps on se met à côté, et de temps en temps dans des situations, ça peut être dangereux, mais moi j'aime ce danger-là parce que je trouve que le résultat et l'affirmation de ça et ce que ça génère, et ce que ça produit pour une ville, pour la vie même du lieu, voilà, c'est vraiment une récompense permanente. Donc voilà, je me sens vraiment en sympathie et en osmose avec ce qui s'est raconté là. J'allais dire, avant les questions d'évaluation, nous, les principales difficultés qu'on a, c'est les difficultés en amont même, c'est au moment du dépôt du projet ou d'une initiative. Quand on explique qu'on veut faire un projet sur des nouveaux modes d'apprentissage incarnés dans des gestes manuels d'apprentis du bâtiment, en travaillant sur la reconstruction d'un bâtiment, mais en mobilisant des outils numériques, et puis, enfin voilà. On sort, les gens nous disent, mais attendez, en fait vous faites du slam, qu'est-ce que vous allez vous allez bosser avec des apprentis du bâtiment, vous voulez utiliser du numérique, nous on vous connaît comme des gens qui font de l'écriture et des ateliers. Donc on sort des cadres et souvent voilà, on n'arrive pas à y rentrer et en plus le slam, même si on rentrait avec le vocable slam, c'est un vocable complètement délégitimé ou en partie délégitimé par les institutions. Donc dès le départ, on a ces contraintes, quoi. Et il faut vraiment des gens extrêmement preneurs de risques, au sens de on est au clair sur là où vous voulez aller. C'est-à-dire concrètement, nous on a abandonné, voilà, en tant que compagnie, donc souvent on nous voit encore comme des slammeurs, nous on a abandonné toute référence à des disciplines. On dit voilà, ce qu'on veut faire, c'est contrecarrer les processus de reproduction sociale, c'est-à-dire la notion de trajectoire qui était utilisée tout à l'heure, égayer la vie, créer de la relation et faire entendre les voix du monde. On parle d'art de la prise de parole. Bon, bah, en disant ça, il n'y a pas une case ou une ligne budgétaire égayer la vie dans les institutions. Enfin, en tout cas, je l'ai pas trouvé. Mais donc sur les questions d'évaluation, c'est-à-dire les problèmes d'évaluation, on se les coltine dès l'amont des projets. Et moi, j'en arrive parfois mais je m'en désole, à me dire, mais il faudrait carrément peut-être plus aller voir parfois du côté d'acteurs privés, alors que je suis fondamentalement plutôt opposé au mécénat, d'acteurs privés qui sont prêts à prendre des risques de moyens mobilisables, c'est-à-dire à prendre des risques sur les moyens mobilisables, pour peu que les objectifs soient clairs. Moi, je pense nous, on est très très clair sur les objectifs. Par contre, à Hénin-Beaumont, là, donc je reprends ce cas d'Hénin-Beaumont. À Hénin-Beaumont, moi, je n'exclus pas le fait d'un moment donné aller voir un psychologue pour travailler, alors je ne vais pas dire sur un module de thérapie brève, mais en tout cas sur les questions de comment on déclenche l'imaginaire chez des gens qui n'arrivent pas à se projeter sur ces questions-là. Bon, bah, si je vais dire à un conseiller d'une institution, en fait, il nous faudrait un peu d'argent pour te faire travailler un psychologue cognitiviste sur les questions de déclenchement de l'imaginaire, je pense qu'on n'aura pas l'argent. Par contre, et c'est ma désolation de certains points de vue, quand je vais parler au directeur général d'une fondation du BTP sur un projet là où on croise nouveaux modes d'apprentissage numérique et comment on fait rentrer des apprentis du bâtiment qui sont 3% à aller au musée ou au théâtre dans les institutions culturelles, bah, le type il me dit ouais, pourquoi pas, du moment qu'on soit d'accord sur les objectifs, les modes de faire, on vous fait a priori confiance. Et ça, c'est une vraie usure, quoi, là, sur ces aspects-là. Et le problème, c'est que d'expérience, c'est-à-dire après avoir multiplié les ateliers slam, les sensibilisations, etc., ce qu'on fait encore en partie, on sait que dans un certain nombre de contextes, il faut trouver d'autres choses, et notamment aller chercher les pratiques quotidiennes des gens. Je veux dire, si à un moment donné c'est pertinent de s'intéresser à la colombophilie, parce qu'on va bosser avec des gens qui s'intéressent aux pigeons, moi ça ne me pose aucun problème. Mais si on va parler au ministère de colombophilie, ça peut coincer.
Mais voilà, on revient à tous les... Voilà, le toilettage pour chien, pourquoi pas, quoi. Du moment qu'à un moment donné, ça a fait se rencontrer des gens qui n'avaient pas vocation à se rencontrer. Voilà. Et moi, je trouve que l'évaluation, c'est ça. C'est est-ce que, par rapport à des processus de gentrification, de séparatisme entre les personnes dans la société telle qu'elle se développe, ben moi, un aspect d'évaluation qu'on défend, c'est est-ce qu'on fait se rencontrer des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et dans des scènes slam, on a fait se rencontrer des punks avec des rappeurs pour discuter de pizza halal, etc. Et je trouvais ça vraiment formidable. Et voilà, je trouve que ça, c'est un mode d'évaluation. Après, c'est une sorte de combat dont on sort toujours perdant, mais de combat sur la discussion sur les critères d'évaluation. C'est quoi une action réussie bon, bah, ça, on essaie de s'organiser là-dessus. En même temps, je pense que pour une structure comme la nôtre, c'est complètement différent que pour une compagnie dont l'objet, en tout cas tel qu'il est regardé, est de créer des spectacles. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne retire pas ce que j'ai dit sur l'évaluation tout à l'heure. En même temps, je crois que la liberté, c'est celle qu'on se donne aussi. Donc, j'ai pas totalement, enfin, nous, envie de m'abriter, parce que de m'abriter derrière ça. Je pense qu'il reste une vraie capacité à inventer. Il faut être solide sur son projet, il faut revendiquer son autonomie. Mais encore une fois, la liberté, c'est celle qu'on se donne. Et si on lâche là-dessus, je pense qu'on perd tout. Donc il ne faut pas lâcher là-dessus. Et moi, là aussi où j'étais très, très sensible, c'est la cohérence des choses. C'est-à-dire que la cohérence d'un discours, d'une philosophie de travail, elle doit se retrouver partout. Elle doit se décliner partout dans un lieu. Dans la limonade de concert, dans les spaghettis qui évidemment doivent être al dente, dans le prix du billet, dans le rapport, et ça tu t'es pas attardé là-dessus, mais c'est un débat, la question de la gratuité. Pourquoi c'est mieux quand c'est payant? Pourquoi c'est mieux quand c'est payant? Je ne comprends pas ce débat-là et ces espèces de postulats. Donc, mais pour les travailler au corps, il faut se donner la liberté d'y aller. Et je pense qu'il y a encore une marge pour y aller. En tout cas, moi, j'ai envie de l'exploiter, cette marge. Ricardo Basualdo, je vis en France, mais je suis argentin. Non, je voulais juste pour recycler deux questions. Moi aussi, j'étais très impressionné et très touché par votre démarche. Je voulais savoir quel est le processus que vous donnez pour produire ou proposer vos projets autour de vous. Et ensuite, quel est le processus, s'il existe, que vous donnez pour apprécier les décalages ou les chemins parcourus entre les objectifs que vous étiez donnés et les parcours que vous avez effectivement réalisés? Pas facile parce que c'est pas facile à mesurer. Est-ce qu'on peut le mesurer? Je ne pense pas. On parle de projets de cohésion sociale, on parle de projets oui, rassembler, et on ne peut qu'espérer qu'on déplace le petit caillou proverbial dans la rivière, mais le mesurer, c'est pas possible. Bon, un facteur objectif, évidemment, c'est sur toute une année, hein, c'est de voir est-ce qu'il y a du monde, qui vient, mais évidemment, il y a des événements, on travaille à plusieurs échelles, il y a des événements qu'on fait surtout de proximité, ils sont fragiles, parfois c'est pour 20 personnes, il y a des soirées, comme on a vu, c'est pour 600 personnes. Mais quand après une année, on voit qu'il y a quand même un flux impressionnant, il y a une dynamique, et je suis aussi fier de dire qu'on génère 30% de notre budget artistique nous-mêmes. Donc c'est à base pas tout est gratuit, donc mais on garde les prix très bas. Une moyenne c'est 5 euros, par exemple une nuit de musique électronique, 5 euros.
à base donc de tickets vendus, et heureusement les Belges boivent beaucoup, à base de recettes du bar, on génère 30% de notre propre budget artistique. C'est assez unique. Donc ça, pour moi, c'est un facteur objectif. Il y a aussi le fait que quand on fait quelque chose, le quartier est présent. Et de plus en plus, ils viennent nous consulter pour faire quelque chose. Et je crois que c'est vraiment important. Moi, je ne me pose plus la question, est-ce que c'est de l'art ou pas? Je ne me pose plus cette question parce qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque pour dire c'est artistique ou pas. Heureusement, depuis les dadaïstes, on peut dire tout peut être de l'art. Ça dépend du contexte dans lequel on le présente. Et l'histoire est pleine d'exemples d'émanations artistiques qui, dans leur temps, ne l'étaient pas, et 40 ans plus tard, soudainement, sont « Waouh, c'est fantastique !» et l'inverse aussi. J'ai une fois fait un projet autour de la musique de dessins animés de Tex Avery, Bugs Bunny, ce dessin animé-là, qui dans leur temps, on parle de fin années 40, années 50, n'était jamais considéré comme de l'art. C'était un agrégat nécessaire pour un dessin animé, soit pour enfants ou pour grands enfants. Et il a fallu les partitions contemporaines, comme d'un des papes de la musique contemporaine de New York, John Zorn, qui a dit, pour moi, les plus grandes influences, c'est Stravinsky et les musiques de Tex Avery. Pourquoi? Parce que ces partitions sont extrêmement denses. Il s'agit de 15 secondes d'une valse, 3 secondes d'un tango, du bruitage, tuk tuk tuk, et c'est toute cette densité urbaine qu'on expérience maintenant quand on se promène. Et donc, dans ce sens-là, c'était un précurseur de beaucoup de musique contemporaine. Donc, ne pas se poser la question, est-ce que c'est artistique? Quand il y a un habitant qui vient nous voir et qui est d'origine turque et qui me dit, monsieur, j'aimerais faire une exposition. Et je dis, ah oui, et qu'est-ce que vous aimeriez exposer? Et il dit, j'ai 300 horloges de coucou. Je dis, pardon? 300 horloges coucou? Je dis, ok, ben, venez chez nous, quoi. C'est tellement fou. C'est tellement fascinant, cette obsession devient tellement fascinante, et quand on les fait tous sonner en même temps, c'est comme un concert de noise, hein. Et soudainement, il y a quelque chose d'hybride qui s'installe, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est outsider art? Est-ce que c'est de l'art brut? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de l'installation? Et là, ça devient intéressant. C'est cette impurité, cette hybridité. Enfin, tu en as aussi parlé, Francis, que tu ne savais pas bien ce que tu faisais. Est-ce que c'est du théâtre, de l'art? Est-ce que c'est de l'art de rue? Est-ce que c'est de la musique live? Mais c'est justement dans cette frontière, ces zones de frontières, que c'est le plus intéressant. J'ai une fois fait une démonstration de Tupperware live avec 2 DJ. C'était assez étonnant parce que le monde du Tupperware, bon, c'est le monde du consumerism, des consommateurs de l'Amérique des années 60. L'utopie, on pouvait tout acheter. Et ça existe toujours dans les présentations Tupperware. Les femmes qui font ça ont un certain âge, une certaine philosophie, mais ça devient aussi quelque chose d'iconique, d'intéressant à voir. Mais quand on le combine avec des DJ live, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui sont venus dire « Oh, c'est fantastique, c'est comme du théâtre agitprop, théâtre de propagande politique. » Je dis « Oh, intéressant. » Il y en a d'autres qui ont dit « Ah, c'est une critique de la consommation du monde. » Je dis « Ah, intéressant. » Et quand il y a des trucs comme ça qui s'installent, oui, ça devient intéressant pour moi. Mais surtout pas se demander au début est-ce que c'est de l'art ou pas. Véronique Guillot-Leroux, je viens de Nantes, je travaille à la ville de Nantes à la direction de la culture. Moi aussi, j'étais très intriguée par le projet et la dynamique de Recyclart. Et je voulais avoir un peu plus d'éléments sur le studio Marcel. Et si j'ai bien compris, c'est un espace que vous laissez au quartier, enfin sur des projets particuliers. Oui. Est-ce que vous les accompagnez aussi à les structurer, ces projets, ou vous les mettez en lien avec d'autres structures? Est-ce que ou simplement c'est un lieu
où les personnes font leurs projets seules et de façon autonome. Et vous disiez aussi, avec cette merveilleuse photo qu'on a vue du trophée de chasse, que vous alliez choisir une personne du quartier pour créer un événement ou un temps fort autour de cette personne. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Merci. Oui. Bon, c'est très spécifique, hein. Tout d'abord, le studio Marcel, ça a l'air mythique, mais c'est un tout petit endroit. Tout est en dessous de la jonction Nord-Midi. Donc c'est un environnement physique très dur, c'est-à-dire que chaque train qui passe à travers de Bruxelles passe au-dessus de notre tête. Mais attention, il y en a 1142 sur 24 heures. S'ils voient l'une à côté de l'autre, ça ne s'arrête jamais. Ceci pour se dire, ce n'est pas un beau centre culturel qui a été conçu comme centre culturel, c'est un lieu très réticent, un lieu très dur. Et justement, ça, je trouve intéressant, parce que j'ai horreur de lieux qui sont conçus pour ceux qui sont utilisés, donc, parce que c'est beaucoup trop fonctionnel. Je crois que dans la contrainte, on rencontre beaucoup de choses positives. Donc, le studio Marcel est un petit lieu, 50 mètres carrés. Il est indéfini et multifonctionnel, comme beaucoup de choses à recyclage, et on l'utilise d'un côté comme un studio de photo africain, donc dans lequel on peut, sur commande, venir poser pour prendre des photos. Donc les gens du quartier peuvent venir, ils demandent à notre photographe. J'ai un collègue pour la programmation à recyclage, hein. C'est Vincent, il est photographe et lui, il fait vraiment tous les projets de quartier. Moi, je suis responsable pour tout le reste de la programmation, les conférences sur le graphisme, sur l'architecture, sur les concerts, etc., etc. Donc Vincent travaille dans le quartier depuis 6 ans. C'est important. C'est l'idée de long terme. Il contacte, donc les gens viennent chez lui, ils peuvent se faire photographier, ou bien il contacte les gens, il connaît super bien. Bon, c'est un quartier relativement pauvre, les Marolles. Il y a beaucoup de restaurants sociaux, il y a un asile de nuit. Il connaît les gens. Et ce qui me fascine, il y a un proverbe qui dit « Chaque être humain qui meurt est un musée qui brûle ». Eh bien, c'est incroyable. Mais quand tu parles même avec les plus pauvres ou les plus paumés, ils ont une histoire incroyable. Et il y a par exemple quelqu'un à Nativitas, un restaurant social, rue Haute, et il ressemble à 2 gouttes d'eau de notre premier astronaute, M. Dirk Frimout. Mais il ressemble vraiment, c'était dans les années fin 80, son sosie officiel, et il est tellement, ça lui a tellement monté dans la tête que cette fascination pour tout ce qui est espace, bon, il vit dans une petite chambre, hein, de 3 sur 4 mètres, et tout son monde, son univers tourne autour de cette identification avec l'astronaute Dirk Frimout. Donc, quand on organise une soirée avec cet habitant, on cherche des morceaux de Star Trek qu'on projette, on fait de la nourriture, colorier bleu, il y a de la musique space, on invite des DJ, et comme ça, on crée toute une soirée autour de cette personne. Ça peut être avec de la nourriture, un défilé de mode, ça peut vraiment tout inclure. Et ça va de quelques personnes à 200. On en a cette semaine-ci, c'est samedi, c'est un collectif de photos qui habitent dans les Marolles. Il se nomme les Oiseaux sans tête. Ce sera une petite fête avec les oiseaux sans tête. Il y a beaucoup d'exemples. Mais ça montre, ça c'est vraiment l'échelle micro à laquelle on travaille. Et c'est important dans la programmation d'avoir ces plusieurs échelles, mais aussi les plusieurs profondeurs. C'est-à-dire qu'on peut élaborer un même thème sur 2 profondeurs ou sur 2 vitesses, à un niveau académique, à un niveau très populaire. Et par exemple, cet été, on a fait toute la thématique autour de la coiffure à un niveau populaire. Bon, c'est amusant, il y a un coiffeur public, le salon de coiffure comme nœud de rencontre, comme microcosmos urbain, etc., etc. À un niveau plus académique, il y a tout le jeu d'identité. Donc on avait fait un salon de coiffure virtuel. Les gens pouvaient se mettre d'autres coiffures et donc d'autres identités. C'était très confrontant, surtout avec des enfants, quand ils mettaient par exemple une perruque blonde sur leur photo. « Ah, c'est pas moi hein. !» Et d'un autre côté, j'avais aussi organisé une conférence sur la prise de conscience de l'afro-américaine,
de l'afro-américain entre 1920 et 1980 à base des coiffures sur les pochettes de disques. C'est comment on prend vraiment quelque chose de très populaire, mais on lui donne une dimension académique. Et pour la conférence, il y a peut-être 20 ou 30 personnes. Et pour le coiffeur public, il y a sur 6 semaines 300 personnes. Mais, donc c'est vraiment important d'incorporer ces échelles, ces vitesses et ces profondeurs pour avoir une sorte de complémentarité et ne pas retomber soit dans un académisme stérile ou une sorte de populisme. J'essaie aussi beaucoup de croiser la nuit la culture avec la vie nocturne. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans l'avant-garde historique, les années 20, tout le dadaïsme, c'était le cabaret Voltaire, c'était les boîtes de nuit. L'expressionnisme à Berlin, c'était les boîtes de nuit. Parce que quand on penche trop vers uniquement la culture, ça peut être chiant. Quand on va uniquement dans la vie nocturne, ça peut être vraiment une bulle de savon vide et ennuyeuse. Mais parfois, quand on combine les deux, on a vraiment le pouls de la ville, quoi. Et les Chinois ont une belle expression, ils nomment ça riding the dragon. On est à dos du tigre. Et c'est fantastique parce qu'on sent en effet, on sent le tigre entre les jambes. C'est l'énergie d'une ville. Et tu sais, ça ne durera pas longtemps. Ça dure une demi-heure, ça dure 3/4 d'heure. Et puis le tigre te rejette, tu retombes par terre. Mais vivre ces moments-là, je vous le souhaite tous dans ce que vous faites. Bonjour, je suis Eva Ponty, je travaille au parc du Haut-Fourneau U4 à Ucange en Lorraine. J'ai une question très simple, j'aurais aimé savoir comment vous êtes composé structurellement, donc notamment pour... C'est encore une question à Dirk. Pardon ? C'est encore une question à Dirk. Non, c'est surtout pour Chanel et puis pour... excusez-moi, j'ai perdu les Recyclart. Savoir un peu comment est composée votre équipe et combien vous êtes justement pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces actions, avoir plus un plan structurel de l'équipement. Le Chanel. Le Chanel, il a grandi sur l'idée d'une équipe resserrée, parce que je pense qu'à un moment, c'est un peu comme la bombe nucléaire. Quand il y a une masse critique, quand on dépasse la masse critique, il y a la nécessité d'embaucher des gens pour s'occuper de l'équipe. Moi, j'ai envie d'avoir une équipe extrêmement réactive et une équipe qui soit aussi, elle aussi, à l'horizontale. Ce que je veux dire, c'est que je crois pouvoir dire, enfin, c'est ni le Carnaval de Rio, ni l'Armée Rouge, mais au Chanel, le projet, il est porté par chacun des membres de l'équipe, parce que chacun le nourrit. C'est-à-dire que nos réunions d'équipe sont vraiment des réunions où les hiérarchies, à un moment donné, s'estompent. Après, elles reprennent. C'est-à-dire que moi, je ne délègue pas ma fonction de directeur, c'est moi qui suis responsable. Il n'y a pas du tout de négation de cette histoire-là. Mais en même temps, j'ai envie, et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, ça prend une force, que chacun se sente propriétaire du projet. Et il ne peut être propriétaire de ce projet, de s'en sentir partie prenante, que parce qu'il l'aura nourri et parce qu'il y a une manière de fonctionner à l'intérieur qui fait que tout est partagé, tout est remis en cause. Moi, des fois, je dis des choses, on tape dedans, ça ne me pose aucun problème. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment une équipe, une équipe resserrée. Donc volontairement, j'ai essayé de conserver l'esprit léger. Alors une équipe resserrée, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on est le noyau, on est 14 équivalents plein temps. Voilà, dans cette équipe. Après, il y a des intermittents du spectacle. Sur des manifestations, il y a des fois 150 personnes qui travaillent en même temps. Mais sur le long cours, comme ça, c'est voilà, une quinzaine de personnes. Et c'est vraiment une volonté. C'est une question simple, mais pour la répondre, c'est super difficile à cause de la complexité politique et structurelle du monde belge. Éric Oren a déjà indiqué comme le mosaïque ou la bombe à fragmentation quand on parle de la culture en Belgique. Bon,
j'essaierai d'être bref, mais on est bicommunautaire. Donc ça fait qu'on doit déjà faire des dossiers pour les deux communautés. On fait aussi un dossier pour la ville. On a des compétences qui sont régionales et on a des compétences qui sont fédérales, c'est-à-dire la culture régionale, l'emploi est fédéral. Donc il faut s'adresser de nouveau à deux différentes autorités. Ce qui fait que Recyclare a commencé en l'an 2000 comme un projet européen, justement pour revitaliser un quartier populaire. Et à ce moment-là, il fallait faire un dossier pour les subventions. Après 4 ans, l'argent européen a disparu et on devait aller chercher soi-même. Et c'est là qu'on a été chez les différents pouvoirs subsidiants. Et c'est vraiment, ça prend énormément d'énergie parce qu'il faut écrire littéralement presque 5 dossiers par an. Et ça bouffe beaucoup d'énergie. Et ce serait pour nous logique si on pouvait retourner vers un niveau européen. Ceci dit, pour répondre concrètement, pour le centre d'art pour lequel donc moi je suis responsable, on reçoit une subvention, un contrat cadre de la communauté française de 140 000 €. On reçoit en plus de ça de la communauté flamande en subvention structurelle 75 000 €. Et on reçoit de la Vlaamse Gemeenschapscommissie, c'est la culture flamande à Bruxelles, encore une fois 125 000 €. Ça donne un peu une idée et on travaille pour le centre d'art à une dizaine. Ceci dit, il y a des fonctions qui sont transversales et qui travaillent aussi pour le bar-resto et pour la fabrique. Et leur salaire est payé par les 3 organisations. Donc ces fonctions-là sont, par exemple, la promotion, la comptabilité, le human resources, donc gestion du personnel et direction générale. Et comme ça, on se partage les frais de ces fonctions transversales. Il n'y a pas de modèle, hein, donc ça a pris presque 10 ans avant qu'on ait cet organogramme. On l'ait trouvé nous-mêmes. C'est vraiment empirique. Maintenant, je pense que peut-être on commence à y arriver.